Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez fascinant, et oui, les moments les plus choquants de la fiction. Alors je vais donc vous partager mon top 7 présentement, des scènes qui m'ont complètement retourné, qu'il s'agisse de rebondissements imprévus, de fins surprenantes, ou même de déconstruction de clichés bien connus, voilà, qu'il s'agisse d'animés, de jeux vidéo, ou même de films d'animation. Et ces instants ont, il faut le dire, laissé une empreinte indélébile dans mon esprit, et je vais faire de mon mieux afin de vous partager mon expérience. Et au-delà de ça, cette vidéo a une signification particulière pour moi, puisqu'il y a presque un an, jour pour jour, du moment où je sors cette vidéo, j'avais décidé de prendre YouTube un peu plus au sérieux. Évidemment, là je parle de décembre de l'année dernière. Et donc de me lancer, à partir de ce moment-là, dans une démarche un peu plus professionnelle. Et c'était à l'époque, effectivement, où je venais de terminer de sortir ma série sur... les incohérences d'Harry Potter, voilà. Et donc, j'avais effectivement décidé de sortir mon premier top 10 des moments choquants dans la fiction. Alors aujourd'hui, on va célébrer le premier anniversaire de cette nouvelle ère sur ma chaîne, et donc on va partir sur le top 7, et non plus le top 10, des moments les plus marquants de la fiction, évidemment, selon moi. Alors, on va commencer, notre petite liste avec Unicorn Wars. Et ça va me permettre effectivement d'embrayer sur une question assez simple. N'avez-vous jamais voulu voir, les bisounours partir en nettoyage ethnique sur mon petit poney ? Si vous l'avez rêvé, Alberto Vasquez l'a fait. Alors, évidemment, il s'agit là du film d'animation espagnol Unicorn Wars, comme je viens de le dire, réalisé par Alberto Vasquez, qui est sorti en 2015, et qui présente effectivement une rivalité séculaire entre des licornes un peu mimi et des ours en peluche, très mimi. Et ce récit semble effectivement sortir de l'imagination d'un enfant jouant brutalement avec ses jouets. Mais voilà, faut le dire, la version de Vasquez est nettement plus orientée vers un public adulte. Les ours, qui sont pourtant des créatures aux couleurs pastel, à l'apparence douce, aux grandes têtes kawaii et aux yeux tout mignons, aux voix aiguës et criardes, sont, il faut le dire, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, décrits comme mesquins, cruels et rigides dans leurs préjugés. Leur haine envers les licornes provient d'un texte sacré racontant comment les ours, autrefois joyeux et habitants d'une forêt sacrée, se sont fait chasser de leur terre par ces mêmes licornes. Et depuis, les descendants de ces ours vivent dans un espèce d'état militaire perpétuel, s'entraînant sans cesse et planifiant des offensives afin de chasser à leur tour les licornes de cette même forêt. Le film se concentre ainsi sur deux frères ours, donc Dodu et Célestin. Alors, Célestin qui s'appelle Azulin, avec l'accent espagnol un peu boiteux, en version originale. Je suppose que le traducteur français fait partie du 18-25, parce que bon, appeler l'ours Célestin, je veux dire franchement, limite je m'attendais à voir Ricistas débarquer, Célestin, ça n'a aucun sens. Bref, moi je vais l'appeler Azulin. Ces deux frères rejoignent l'armée des ours et s'entraînent dur afin d'un jour pouvoir se venger des licornes. Et donc le film, tout en étant une satire de la guerre évidemment, offre une critique de la complexité militaro-industrielle et de l'endoctrinement. Il présente donc une vision manichéenne du bien et du mal, tout en suscitant de la sympathie pour certains personnages tragiquement piégés dans une guerre perpétuelle. En fait, quand je dis il présente une vision manichéenne du bien et du mal, je veux dire que le film critique cette vision trop simpliste en fait. Bon, ok alors. Maintenant, on en vient à la question qui nous intéresse. Elle est où la scène choquante de ce film ? Parce que quand même, si je place Unicorn Wars dans la liste des scènes les plus choquantes de la fiction, faudrait quand même parler de ça. Le problème, et on y vient, c'est qu'il y en a la masse des scènes choquantes dans ce dessin animé. Vraiment désolé. C'est compliqué de choisir une scène parmi tant d'autres, tellement il y en a beaucoup. Je peux par exemple vous parler de la séquence totalement psychédélique où le régiment d'oursons que l'on suit se met à bouffer des insectes hallucinogènes en mode crackhead, plongeant l'un des jumeaux pandas tout mignons, qui fait effectivement partie de l'escouade, dans un délire de violence psychotique qui le fera éventrer son propre frère et le pousse, une fois qu'il aura repris ses esprits, à carrément se pendre. Donc ouais, il s'agit effectivement de bails ultra sombres. Je crois que là, il n'y a pas de débat. Mais voilà, si on veut parler sérieusement des scènes marquantes dans Unicorn Wars, on est obligé de parler du fameux Célestin / Azulin à un moment donné. Parce qu'il est clairement le personnage qui ressort, c'est le personnage qui porte à bout de bras le film, Azulin, et c'est vraiment un excellent personnage. C'est donc le frère de Dodu, donc Dodu qui s'appelle Gordy, en version originale. Il me semble, écoutez, je ne suis pas hispanophone du tout, mais il me semble que Gordy, ça vient de Gordo. Je crois que ça veut dire gros, bref. Voilà, limite, là, ok. Je valide la traduction. Gordy en Dodu. Azulin en Célestin. Effectivement, il céleste, le bleu. Écoutez, non, moi je ne valide pas. Non, là, écoutez, il y a des limites à tout. Bref. Azulin, on va l'appeler comme ça, entretient avec lui une relation teintée de jalousie et une certaine forme d'amour tordu avec son frère. Azulin se distingue tout particulièrement par sa nature sadique et son comportement cruel envers son frère et les autres. Et donc, il faut le dire, un mauvais fond avec lequel il est né, certes,
mais qui a notamment été nourri par le fait que sa mère décide de tromper son père, ce qui acheva de rendre Assouline ultra aigri à l'âge de même pas 4 ans. Vous imaginez le délire, quoi. Le mec, à 2 ans et demi, c'était déjà un vieux con, quoi. Bref. Et donc, au fil du film, Assouline, eh bien, évolue d'une figure brutale à un leader militaire absolument impitoyable. Et cette évolution est marquée par plusieurs moments clés, tous plus choquants les uns que les autres. L'un des plus marquants étant, il faut le dire, l'empoisonnement de sa propre mère. Un acte illustrant la manière dont sa rage et sa jalousie peuvent le conduire à des actes de cruauté absolument inimaginables. Je veux dire, tuer sa propre mère, faut quand même y aller, quoi. Et le mec, il avait quoi, 4 ans? Le mec à peine hardcore, tu sais. De toute façon, le principal moteur des agissements néfastes d'Assouline se trouve effectivement être l'envie et la jalousie, comme je l'ai dit, comme en témoigne d'ailleurs la scène glaçante du meurtre de Coco. Coco étant un soldat tout comme lui appartenant au même régiment. Et Coco étant un meilleur soldat qu'Assouline, c'est-à-dire plus grand, plus fort et plus courageux, éveille bien évidemment le sentiment d'envie profonde chez notre ourson bleu, qui voit en Coco une menace pour son propre statut et son propre prestige. Et cette même jalousie le poussera à éliminer Coco, soulignant sa disposition à recourir à la violence extrême pour satisfaire ses propres insécurités et son désir de supériorité. Mais les choses prennent un tournant pour le pire lorsque Assouline chute d'une falaise après un énième affrontement contre les licornes. Chute qui lui infligera des blessures faciales horribles, un événement qui transforme non seulement son apparence mais aussi sa psyché. Eh bien, en le rendant encore plus impitoyable qu'il était avant, donc oui, effectivement, le mec devient un monstre total, ayant métamorphosé son visage autrefois angélique en une sacrée gueule de psychopathe fini, il faut le dire, ce qui match parfaitement maintenant avec son esprit tordu, alors qu'avant il était plutôt mignon, et bon, évidemment, c'était pas très représentatif de, de son cerveau malade, mais là maintenant c'est fini, voilà. Il est aussi dégueulasse à l'intérieur qu'à l'extérieur, et fort de son nouveau statut de héros de guerre, Assouline prend immédiatement le contrôle de l'armée, massacre les généraux, et devenant ainsi l'unique leader incontesté des forces oursonnes. Ce qui nous mène fatalement à la scène la plus brutale du film, à savoir le meurtre de Dodu, de Gordy, par son propre frère, donc Assouline. Et après avoir lui-même déclenché une bataille aux proportions absolument dantesques contre les licornes, détruisant à la fois les ours et leurs opposants, Assouline est finalement réuni avec son frère, qui était effectivement pendant un petit moment du côté des licornes. Mais dans un accès de jalousie assez habituel pour notre ami Assouline, voyant Dodu soigner une jeune licorne, eh bien Assouline pète un plomb, encore une fois, et commet l'irréparable en ouvrant le crâne de son frère à coups de pierre, dans une scène d'une brutalité absolument insoutenable. Il tue ensuite la licorne de sang-froid et consomme sa chair. Bon bref, il a pété un plomb, voilà. Il a serré sur 20, quoi. Il a serré complètement. Et le film se termine ainsi sur une note surréaliste et horrifiante. Une créature un peu blobesque émerge de la chair de la licorne, dévorant à la fois Dodu et Assouline, avant de se transformer en une sorte d'être humain. Voilà, bon, il y a une métaphore effectivement de la naissance, de l'humanité. Peut-être qu'il y a une petite image, une petite allégorie entre de Abel et Caïn avec Dodu et Assouline, on ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, ce dénouement souligne les thèmes du film sur la violence, la brutalité et les conséquences tragiques de la guerre et de la haine. Et au-delà de ça, il y a vraiment d'autres personnages vraiment sympathiques dans ce film. J'en avais un peu parlé dans mon top 20 des meilleurs personnage berserk, mais voilà, j'avais effectivement comparé Mosgus, qui est un personnage un peu boiteux, on va le dire, bon, au Padré, au personnage du Padré, donc le religieux, donc dans Unicorn Wars, qui est pas mal, hein, qui est vraiment pas mal, parce qu'effectivement au début tu crois que c'est un espèce d'obscurantiste complètement taré, qui prêche la guerre ou je sais pas quoi, bref, et tu te dis bon ok d'accord, ça va être une critique un peu paresseuse de la religion. Finalement non, le Padré est un personnage assez sympathique et qui, je vous spoil un peu, finira par se sacrifier pour sauver les autres. Voilà. Et finalement, c'est peut-être le mec le moins irraisonnable de la bande. Tout au contraire du chef de l'escouade, par exemple, qui lui est complètement con. Voilà. Si d'ailleurs je devais reparler d'Unicorn Wars dans une vidéo future, j'en reparlerai encore du Padré, parce que je trouve que c'est assez intéressant la manière dont il est écrit, surtout au niveau de sa dynamique avec le chef, là, anti-religieux. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Ils auraient très bien pu faire en sorte de montrer le général comme étant endoctriné sur tous les points, c'est-à-dire le côté militaire mais également le côté religieux, alors que là le film montre un schisme évident entre la faction militaire et la faction religieuse dans les forces oursonnes. Enfin bref, je m'arrête là pour passer à la suite, mais bon, vous avez compris, j'ai vraiment apprécié le film, hein, je vais pas mytho. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du premier film de Alberto Vasquez, hein, je crois que c'est Bird Boy ou un truc du genre. J'avais pas vraiment aimé, donc ouais, j'étais un peu rentré dans Unicorn Wars, rentré dans les pieds, et j'ai eu tort, hein, ce film est vraiment un chef-d'œuvre. Bref, peu importe. On passe effectivement au deuxième élément de cette
liste, eh bien, on va parler de Shirin Bell. Shirin Bell qui est donc un film d'animation japonais, sorti en 1978, et qui nous présente un conte poignant, qui bouleverse les conventions narratives. Et donc, au cœur de l'histoire se trouve un jeune mouton tout mignon, dont la vie a été brisée par la perte tragique de sa mère, tuée par un loup alors qu'elle essayait effectivement de protéger son petit mouton, son petit-fils, contre les crocs du loup. Bon. Eh bien, animé par un désir de vengeance, donc pour venger sa mère forcément, ce petit mouton, donc Shirin, entame un voyage afin de venger sa mère et donc d'affronter le loup. Bon, jusque-là, le récit est assez classique, sauf que, voilà, le récit, là, justement, il va prendre un sacré virage, parce que le tournant majeur de l'histoire se produit lorsque, contre toute attente, le mouton Shirin est carrément adopté par le loup, l'archétype, comme vous le savez, du prédateur dans les contes. Ce lien inattendu entre le prédateur et sa proie crée une dynamique vraiment complexe et émotionnellement chargée. Enfin, je veux dire, je peux vous assurer que je m'y attendais pas à ça. Et au fil du temps, le mouton, donc, qui au début, effectivement, se fait entraîner par le loup, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est tellement bien écrit. Au début, quand Shirin débarque pour voir le loup, il dit « Ouais, entraîne-moi, comme ça je deviendrai fort et je te tuerai. » Et le loup dit « Ok, vas-y, je t'entraîne. » Et petit à petit, évidemment, Shirin s'entraîne, devient de plus en plus fort, mais il a plus trop envie de tuer le loup. Parce que c'est devenu un peu bon an, mal an, et au gré des années, c'est un peu son seul ami, c'est un peu son père adoptif. Vous l'avez saisi, le mouton subit au fil des années une transformation radicale, devenant un bélier redoutable à l'allure presque démoniaque, une métamorphose qui symbolise la perte de son innocence et l'absorption des caractéristiques de son tuteur, Lupin. Voilà. Aussi, le point culminant, et là on arrive à la scène choquante de l'histoire, survient dans un acte tragique de protection. Et donc, pour sauver une brebis et son agneau de son pote le loup, Shirin, maintenant un gros bélier vénère, tue accidentellement son père adoptif loup, l'être qu'il a élevé et accepté. Et cette mort involontaire bouleverse complètement la narration, posant des questions sur la nature de l'identité, la vengeance et les liens familiaux. Ce qui rend cette scène particulièrement poignante est la réaction des autres moutons. Loin de célébrer Shirin comme un héros, ils sont toujours horrifiés par son apparence terrifiante et le rejettent, le laissant isolé et sans famille. Et le seul être qu'il avait accepté et aimé, Shirin, eh bien c'est le loup. Sauf que, il est mort. Ce contraste saisissant entre l'acceptation inattendue du loup et le rejet de ses propres semblables moutons confère à l'histoire une ironie absolument tragique. Et l'histoire de Shirin Bell est un tourbillon d'émotions, mélangeant la tristesse, la trahison, l'ironie et la solitude, évidemment. C'est un récit qui déconstruit les attentes du lecteur, mettant en lumière la complexité des relations et des émotions. Dans un monde où les frontières entre le bien et le mal, l'ami et l'ennemi, tout ça, sont floues et changeantes. Et entendre, à la toute fin de l'animé, Shirin hurler à la mort dans les montagnes, crier le nom du loup, donc il me semble qu'il s'appelle Wo, ça fait clairement partie de ces séquences auxquelles j'ai directement pensé au début de l'écriture de cette vidéo. Voilà, on me demande les top moments choquants, je vais penser à Shirin. Voilà. J'avais même hésité à le mettre dans le précédent top 10, mais il n'y avait plus la place. Donc voilà quoi. Bref, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et avant de passer au troisième moment choquant de cette liste, permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous vous rappelez, il me semble, du top 6 de la dernière vidéo, sur les moments choquants, où il s'agissait effectivement de la folle escapade, a.k.a. Watership Down, cette espèce de dessin animé complètement fou sorti en 78, qui montre des lapins dans un univers ultra hardcore, ultra gore et tout ça. Voilà. Eh bien, le mec qui a fait ce dessin animé en a sorti un autre, en 82, et je vous présente, tout naturellement, Plague Dog. Donc, un film d'animation britannique, comme je l'ai dit, sorti en 82, qui présente une histoire profondément émouvante et troublante, et surtout au moins aussi choquante, si ce n'est plus, que Watership Down. Et le film se centre donc sur deux chiens, Rauf et Snitter. Ou Rauf, je vais l'appeler Rauf, voilà. Et Snitter, qui s'échappent d'un laboratoire de recherche médicale, où ils ont été soumis, hélas, à des expériences cruelles et surtout inhumaines. Et ce qui rend Plague Dog particulièrement choquant, c'est la manière dont il dépeint ces deux chiens. Traditionnellement, les chiens sont vus comme des symboles de loyauté et d'innocence, mais ici, ils deviennent des figures tragiques poussées vers la destruction par les circonstances extrêmes qu'ils ont subies. Leur évasion du laboratoire les conduit dans une série d'événements chaotiques, affectant les habitants de la ville voisine et provoquant une panique absolument généralisée. Le film explore ainsi les conséquences psychologiques et émotionnelles des expériences sur les animaux. Rauf et Snitter ne sont pas seulement des victimes physiques, mais aussi des victimes psychologiques, leurs esprits étant tout autant marqués que leur corps. Et justement, parlons un peu de nos deux protagonistes canins. Alors d'abord, on a Rauf,
qui est un peu le leader du duo, qui est donc un chien aimable et attentionné à la base, mais profondément marqué par un gros syndrome de stress post-traumatique, et il faut le dire, un certain cynisme, né de ses expériences douloureuses. Il a d'ailleurs développé une sévère ablutophobie, donc l'ablutophobie qui est donc la peur de noyer, conséquence directe des tests incessants auxquels il a été soumis. N'ayant jamais connu de vie agréable en dehors du laboratoire, Rauf est devenu un complet nihiliste, par la force des choses, convaincu qu'il est prédestiné à souffrir toute sa vie. Une croyance qui semble hélas se confirmer tout au long du film. De plus, lui et Snitter sont faussement soupçonnés de porter la peste bubonique, ajoutant à leur calvaire, puisqu'ils se retrouvent avec l'armée britannique carrément à leur trousse, qui veulent évidemment les euthanasier. Et donc on en vient à Snitter, son acolyte, qui quant à lui a subi une chirurgie de cerveau, visant à connecter son conscient et son subconscient. Donc voilà, cette opération le laisse sujet à des hallucinations, et surtout une imagination délirante, comme celle de sentir des mouches dans sa tête. Mais après avoir involontairement causé la mort d'un homme bienveillant qui voulait l'adopter, Snitter se considère comme étant irrémédiablement damné. Il se cache pendant 2 jours, cherchant à mourir de faim dans la solitude, et bien qu'il soit finalement retrouvé par Rauf, eh bien, Snitter ne se remet jamais vraiment de tout ça, allant jusqu'à se laisser capturer, croyant mériter les souffrances qu'il endure. Bref, c'est vraiment pas la joie, mais fallait pas trop en demander à Martin Rosen, évidemment, le même mec qui nous a effectivement pondu sur Shipdown. Bon voilà. Et pour en revenir au film, eh bien... il se termine sur une note vraiment triste et assez réconfortante finalement. Les 2 chiens, poursuivis par l'armée, n'ont pas d'autre choix que de prendre la mer afin de s'échapper. Et les dernières répliques de Rauf, avant l'arrivée des crédits, ont une connotation vraiment chaleureuse parce que elles suggèrent que Rauf est carrément prêt à affronter la mort qu'il craignait tant, c'est-à-dire la noyade, afin de ne pas laisser son ami seul. Et le fait que l'un des personnages les plus pessimistes du film décide finalement d'affronter sa plus grande phobie, c'est-à-dire de se noyer, comme vous le savez, juste pour ne pas laisser son poteau-chien crever seul, ça fait juste partie des moments les plus choquants, émouvants, et ce que vous voulez de la fiction à mes yeux. Alors, pour notre numéro 4, ça va aller assez vite, parce que là, il s'agira d'un court-métrage japonais, qui est donc effectivement Les 7 Chevreaux, et qui adopte une interprétation unique et sombre du conte classique des frères Grimm. Réalisé en stop-motion, ce petit court-métrage se distingue effectivement par son style visuel saisissant et son traitement de thème, il faut le dire, très mature. Donc il s'agit toujours effectivement de 7 chevreaux qui se cachent chez eux, dans leur petite cabane dans la forêt, tandis que leur mère est partie faire les courses ou je ne sais quoi, et donc le loup en profite pour essayer de venir les manger. Sauf que là, le problème, c'est que le loup n'est pas seulement un prédateur dans ce court-métrage, mais c'est surtout une métaphore des abus parentaux. Et ce choix narratif transforme un conte traditionnellement destiné aux enfants en une représentation perturbante, et sans concession des violences familiales, et même des violences sexuelles en termes généraux. Le film choque par sa représentation explicite et graphique des abus, abordant un sujet souvent tabou avec une honnêteté vraiment brutale. Je veux dire, les scènes, bien que stylisées, sont d'une intensité émotionnelle remarquable, laissant les spectateurs à la fois captivés, mais surtout mal à l'aise. Ce contraste entre la familiarité du conte et la dureté de sa réinterprétation crée un impact puissant et mémorable. Je veux dire, la scène où la maman chèvre sort ses enfants du ventre du loup et qu'on voit leur peau totalement carbonisée par l'acide gastrique du loup, ouf! En plus, c'est la première scène du film, donc voilà, clairement, tu vois plus ou moins dans quoi t'as mis les pieds. Et en plus, les chevreaux en question sont d'une mignonnerie et d'un kawaïisme à toute épreuve, il faut le dire. La fin est plutôt sympa d'ailleurs, avec chacun des membres de la fratrie se voyant offrir un beau manteau pour cacher leurs cicatrices, symbolisant, la possibilité pour les enfants de gérer et d'accepter leur trauma, de vivre avec malgré tout, bref, voilà quoi. C'est court, c'est sympa, c'est choquant, tout ce qu'on aime, et Et donc, on passe à notre numéro 5, et là par contre, on va prendre un peu plus notre temps, car il s'agira d'Afro Samurai, une série animée qui est sortie en 2007, et qui fut suivie peu après d'un film en 2009 nommé Afro Samurai Résurrection. Alors donc, cet animé se démarque dans le genre de l'action, un peu bourrine, par sa représentation intense du cycle de la violence. Cycle de la violence dont on parle souvent sur cette chaîne, puisqu'on parle souvent de The Last of Us 2, voilà. Le fameux thème du cycle de la vengeance, du cycle de la violence, de The Last of Us 2. Pour ceux qui ont joué à ce jeu, vous savez très bien à quoi je fais référence. Alors le scénario au premier abord d'Afro Samurai semble suivre les clichés habituels des histoires de vengeance, puisqu'il s'agit donc d'Afro, le personnage principal, qui, à l'âge de 8 ans, ou de 7-8 ans, peu importe, devient le spectateur de la mort de son père, tué par un espèce de cow-boy bizarre, nommé Justice, et donc, à partir de là, forcément, le petit Afro se lance dans une quête implacable pour venger la mort de son père. Et le cœur de cette série réside dans sa représentation du cycle de la violence, similaire à celui observé dans des œuvres, comme je l'ai dit, comme The Last of Us
2 ou bien d'autres. Cependant, Afro Samurai pousse ce concept à un niveau supérieur, offrant peut-être la meilleure illustration de ce cycle dans la fiction. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est la meilleure illustration. Et contrairement aux autres protagonistes de ce genre d'histoire, qui tentent souvent de briser ce cycle de la violence, El famoso cycle de la violence, sans aller au bout de leur vengeance, eh bien Afro, lui, il s'en bat les couilles et il recule devant rien. Il poursuit sa quête de vengeance à tout prix, ignorant tous les avertissements sur la haine et la solitude qui l'attendent. D'ailleurs, il s'en rend compte totalement, mais il s'en fout. Et au cours de sa quête, Afro affronte et tue plusieurs personnes vraiment significatives dans sa vie, y compris son maître et son frère adoptif, carrément. Ces personnages essaient de le dissuader, sont extrêmement gentils et doux avec lui, essayant de lui faire comprendre désespérément que sa quête ne mène qu'à une vie emplie de haine et de solitude. Mais Afro accepte ce destin, l'appel de ses vœux, et accompagné seulement par son ami imaginaire, qui est donc une manifestation de sa capacité à faire face à l'isolement. Voilà. Et donc il accepte tout ça, et il continue d'avancer dans le sang et le gore. Bon. Et l'engrenage du cycle de la violence dans lequel Afro s'inscrit depuis qu'il a 8 ans est parfaitement illustré lorsqu'il donne le bandeau du numéro 2 à un enfant dont il a tué le père sous ses yeux. Et ça, effectivement, c'est une scène qui survient à la toute fin du film Afro Samurai Résurrection. Cette scène fait évidemment écho à son propre passé, où Justice avait fait de même après avoir tué son père. Cet effet de miroir est d'une froideur glaçante et souligne le fatalisme d'Afro dans l'acceptation de son rôle dans le cycle de la violence. Je veux dire, on va pas parler chinois, cette scène m'avait carrément mis sur le cul à l'époque, et elle justifie à elle seule la place d'Afro Samurai dans ce top. Il fait exactement ce que Justice lui a fait, quoi. Mais sans aucune peine, quoi. Enfin, je sais pas, je veux dire, dans ce genre de scénario, de cycle de la violence, et surtout, en plus, avec le délire des deux bandeaux, parce que comme vous le savez, enfin, si vous avez vu l'animé, le monde est régi par un système simple, il y a deux bandeaux. Donc dans le monde de Afro Samurai, le bandeau du numéro 2 et le bandeau du numéro 1. Celui qui porte le bandeau du numéro 1 est semblable à une divinité. Mais la seule personne qui peut éventuellement briguer ce bandeau numéro 1 est celui qui a le bandeau du numéro 2. Ce qui fait que c'est un cycle de violence total. Donc tous les hommes normaux veulent essayer de récupérer le bandeau numéro 2, et tous ceux qui ont le bandeau numéro 2 veulent aller se battre contre celui qui a le bandeau numéro 1. Bref, c'est un cycle de la violence, et c'est très bien représenté. Le truc, c'est que Afro, lui, il joue totalement à ce jeu, en fait. Ça veut dire que tu te dis forcément que peut-être il va cacher les bandeaux, ou essayer de les brûler. Non, du début jusqu'à la fin, il en a rien à foutre, il joue au jeu, il suit les règles, et... Enfin, je veux dire, je sais pas, je trouve ça vraiment d'une originalité... En fait, c'est tellement simple que c'en est original, d'autant plus que le film est totalement... comment dire, self-aware par rapport à ça, vu que tous les persos lui disent « Afro, il faut absolument qu'on détruise ces bandeaux, il faut absolument qu'on brise le cycle de la violence », mais Afro, il leur dit « Allez vous faire foutre, je veux me venger, et ensuite je donnerai le bandeau à un enfant random dont j'aurai massacré le père, et on va continuer ça, y a pas de souci. Fais tourner Judas, et on continue ça pendant encore 100 ans, comme dirait l'autre. » Ça me rappelle la phrase de Mitterrand, là, « Dans 100 ans encore !» Mais c'est ça, Afro, c'est dans 100 ans encore. Voilà, les bandeaux. On va continuer ça, en fait. Continuer la vengeance. Je sais pas, je trouve ça trop bien. Voilà, je trouve ça tellement original, je m'y attendais pas du tout, en fait. Et l'animé ne cède pas. Voilà, tu vois déjà le premier épisode, tu vois des boobs partout, du sang, des insultes, du rap. C'est pour les cons. Mais en fait, pas du tout, quoi. C'est vraiment... Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, voilà. Contrairement à d'autres personnages qui auraient cherché à mettre fin au bain de sang en détruisant les bandeaux, comme je l'ai déjà dit, Afro choisit sciemment de ne pas le faire, et il s'engage pleinement dans ce chemin de destruction, devenant un symbole vivant du cycle ininterrompu de la vengeance et de la violence. Et le manga, parce qu'à la base, il y a eu un manga avant l'animé, va encore plus loin dans cette représentation, en montrant Afro utilisant carrément une meuf handicapée en fauteuil roulant comme bouclier humain. Détends-toi, Afro, à un moment donné, quoi. Le mec, il est dans un état d'épuisement moral complet. Ça veut dire que, voilà, la moralité, bon, pour Afro Samurai, c'est pas c'est un truc relatif. C'est un truc relativement relatif pour ce mec-là, je veux dire, bon. Et clairement, Afro Samurai, donc l'animé, est un récit percutant, ça c'est certain, sur les conséquences de la vengeance et de l'acceptation du rôle de chacun dans le cycle de la violence, et le famoso cycle de la violence. Et donc, sa conclusion, loin d'offrir une rédemption ou une rupture avec ce cycle, plonge le spectateur que nous sommes, enfin les spectateurs que nous sommes, dans une réflexion profonde sur la nature humaine et les choix irréversibles façonnant nos vies. Je veux dire, Afro a fait son choix à 8 ans. Il dit, oh, bon, bah, je vais aller niquer la race du cow-boy, et c'est tout. Il n'y a ni rédemption, ni nanani, ni nanana. Et il est déterminé à assumer les conséquences de tout ça jusqu'au bout. Et donc, pas de rédemption pour Afro Samurai.
Et d'ailleurs, vu qu'on parlait effectivement de la fameuse scène où Afro donne le bandeau numéro 2 au gamin dont il avait tué le père, bah parlons un peu de ce combat, donc le combat de Afro contre le père du petit, c'est-à-dire Shishigoro. Donc alors, je vais pas vous mentir, je suis un peu frustré parce que dans ma vidéo, que normalement vous avez déjà vue, de mon top 10 des combats d'animé que je préfère, j'aurais dû mettre ce combat-là, il m'avait totalement sorti d'esprit. Donc voilà, Afro versus Shishigoro, bon, bah écoutez, j'en parle maintenant, quoi. Parce que oui, cette confrontation est chargée d'émotions et surtout de tension. Ce qui rend ce duel particulièrement choquant, c'est son dénouement tragique. Afro tue Shishigoro, comme je l'ai dit, donc un père, devant son fils. Et ce moment est un miroir saisissant de la propre expérience d'Afro, rappelant comment lui-même avait été témoin de la mort de son père, et ce combat illustre que, malgré ses compétences, sa force et tout ça, eh bien Afro n'est pas si différent de Justice, son propre ennemi. En fait, il est même pire que lui. Et il montre jusqu'où Afro est prêt à aller pour atteindre ses objectifs, même si cela signifie répéter les erreurs et les horreurs du passé. Et à côté de ça, il y a plein d'autres combats qui sont cultissimes pour moi dans Afro Samurai. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne supporte pas le jeu vidéo Afro Samurai là sur Xbox et PS2 là, enfin PS3. De toute façon, au vu des graphismes, on croirait que c'est sur PS2. En fait, le problème de ce jeu, c'est que la fin a été totalement remaniée. Et en fait, c'est... voilà. Si vous voulez savoir ce qu'aurait été Afro Samurai s'il avait été écrit par des cons, bah, vous jouez à ce jeu, voilà. La fin, c'est quoi? Bah, ça s'appelle Afro décide de pas se venger, voilà. Super. Magnifique. Ils ont totalement changé la fin de l'animé, donc ouais, Afro accepte le pardon, je sais pas quoi, bref, voilà. Heureusement que l'animé et les films n'ont pas suivi cette voie-là, parce que sinon, bah, Afro Samurai, ça aurait été de la merde. Et allez, donc on va parler de Wolf Rain. Donc Wolf Rain, ou peu importe, bref. Voilà, un animé qui quand même date un peu, il est vrai, puisqu'il date de 2003, et qui a complètement retourné la tête de pas mal de gens avec sa fin complètement dingue. Donc l'histoire, très rapidement, c'est celle d'un groupe de loups qui, dans un monde post-apocalyptique, cherche le paradis, donc le Rakuen. Le paradis avec un grand P, un lieu mythique supposé apporter la paix et la renaissance. Bon, l'animé est très mystique, très métaphorique, très allégorique. On ne saura jamais vraiment ce que c'est que le paradis. Est-ce que c'est quelque chose de physique? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que... On ne sait pas vraiment. L'animé est très onirique, très poétique. Enfin bref, en plus, l'OST de cet animé, enfin, je veux dire, pour moi c'est top 3. Top 3 ever. De toutes les manières, c'est pas étonnant vu que c'est le même studio qui a fait Cowboy Bebop. Donc en termes d'OST, les mecs, bon, c'est pas forcément des schlags. Et donc, pour reparler des loups un peu rapidement, ils peuvent se camoufler en humains. Et sont les seuls à pouvoir donc trouver le fameux Rakuen, le fameux paradis. Et donc, on va le dire, le concept est assez cool. Mais attendez, ça devient encore plus intense avec le personnage du grand méchant de cet animé qui n'est autre que Darcia. Alors, ce mec est clairement l'un des antagonistes les plus intimidants ever dans un animé. Je veux pas mytho, parce que bon, à la base, Darcia c'est un type qui veut ressusciter sa femme, qui est morte. Bon, à la limite, sur ça, c'est un peu du vu et du revu. Sauf que après quelques épisodes, tu comprends, bon, que finalement Darcia c'est peut-être un mec un peu différent de la masse. Parce que lorsque... il me semble dans l'épisode 12 ou 13, je ne sais plus, il se rend compte que sa bien-aimée est morte, bah survient, je pense, l'une des scènes les plus déchirantes que j'ai jamais vues dans un animé. Personne ne parle de cette scène, et franchement, la vérité, cette scène est tellement extraordinaire que je suis étonné qu'on n'en a pas fait un mème, en fait. Qu'on n'ait pas fait un mème ou je sais pas quoi. Bref, en gros, c'est très simple, hein. Darcia pète un plomb, voilà, il devient dingue. Voilà, il se pète le crâne contre un mur, il se met à hurler, et en plus, même le doubleur VF... Le gars, il s'est niqué la gorge, quoi. Vraiment, le mec, il a tout donné. Bon, évidemment, bon, le doubleur japonais, je n'en parle même pas. Et à partir de ce moment-là, c'est open bar. Voilà. Le mec devient complètement terrifiant. Voilà. Ce qui nous amène à notre fin. Une fin qui est effectivement assez hardcore. Parce que donc, Darcia, qui n'a plus rien à perdre, et qui décide effectivement d'aller au paradis, donc voilà, de chercher le paradis lui-même pour peut-être éventuellement y trouver sa femme Harmona là-bas, bon, décide de se transformer en énorme loup. Voilà, tout simplement. Et c'est le carnage total lors du dernier épisode, parce que bon, éliminant 95% des personnages principaux les uns après les autres, c'est vraiment un truc de fou. On parle d'un bain de sang absolument hallucinant, du genre qui vous laisse scotcher devant votre écran bouche bée. Tout est marquant dans cette fin. Comme le moment où Tsume, le Sasuke de service, doit être fin aux souffrances de Hige, le faire-valoir comique de la bande, qui est en train d'agoniser après s'être fait lui-même ouvrir par Darcia, alors que Darcia était en train d'ouvrir Blue
Donc la meuf d'Iggy, bon, en fait, tout le monde crève. Tout le monde crève. Et je veux dire, et si ça vous fait pas verser une larme, les mecs, attendez de voir le petit Toboe, le petit doux tout mignon Toboe, se sacrifier pour sauver Kent, l'espèce de chasseur qui a voulu le tuer pendant toute la série. Donc le mec, il se sacrifie pour la vie d'un mec qui a essayé de le tuer pendant 40 épisodes. Voilà. Je rigole, mais franchement, je rigole jaune. Hein. Je veux dire, c'est un épisode qui m'a déchiré, je vais pas vous mentir. Darcia, évidemment, les massacre tous en mode... crever tous en mode les couilles. Voilà. En plus, Chesa, la fifleur, se désintègre juste devant Kiba. Kiba, qui est donc le personnage principal de la série de l'anime, qui est assez sympa, Kiba. Hein. J'aime bien Kiba, c'est un bon protagoniste. Le concept de fierté, le concept d'orgueil, donc Kiba, le protagoniste principal de Wolfram, représenterait le mieux ce concept de fierté, quoi, la fierté du loup. Bon, le problème c'est que Chesa, la meuf, et bon, ok, il a beau être fier et avoir de l'orgueil, il s'est quand même cassé les couilles. Il s'est quand même cassé ses couilles de loup pendant 30 épisodes pour la sauver, finalement elle crève devant lui. Bon, à côté, j'en ai déjà parlé, il y a la mort de Blue, pour sauver Iggy en vain, évidemment. L'ami, c'est probablement l'une des plus hardcore jamais vues dans un manga ou une série animée. Je veux dire, mais franchement, c'est un truc de fou. Le dernier duel entre Darcia et Kiba, mais putain de merde, quoi. C'est pas juste sanglant, mais c'est terrifiant. Mais juste la tête de Darcia. C'est pour ça que je l'ai mis dans le thumbnail. C'est pour ça que je l'ai mis dans la minière. Juste le design, la gueule de Darcia. Mais le truc, c'est même pas un loup, ce truc. C'est pas un loup. C'est un mec dans Silent Hill. C'est un monstre bizarre. Frère, c'est un truc de fou. Mais non, franchement, il est abominable, ce mec. Non, mais juste le design. Celui qui a designé Darcia, il faut lui donner de l'argent. Il faut qu'il ouvre un compte PayPal. Moi, je vais lui donner de l'argent. Ce truc-là, c'est un truc de fou. C'est pas un loup, c'est un tank allemand. Et en plus, même, t'es mal à la gueule du loup. Le gars, il fait 5 mètres. Évidemment, Kiba, il se fait botter le cul. Bref, en tout cas, tout le monde crève. Et voilà. Tout simplement. Bon, bah, je vous ai spoilé l'animé. Mais bon, franchement, heureusement que l'animé avait une bonne fin parce qu'il est loin d'être parfait. Je veux dire, le concept est excellent, mais il y a beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de moments où ça meuble. Il y a assez peu d'épisodes marquants finalement, tu vois. La fin est incroyable, hein, bien sûr. Et le début est très bon. Mais au milieu, franchement, il y a beaucoup d'épisodes qui ne servent pas à grand chose. Et au-delà de ça, je crois que c'est le seul animé qui a le culot d'acier de nous proposer non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 épisodes de résumé. Parce qu'en général, dans les animés, il y a toujours un épisode de merde qu'on saute tous, évidemment, où l'épisode, c'est juste... on résume ce qui s'est passé avant. Bon, voilà. Le problème, c'est que Wolfram, il te le fait 4 fois. Et 4 fois d'affilée. Il me semble que c'est du 26, de l'épisode 26 à l'épisode 30. Enfin, moi, j'avais pété un plomb à l'époque. Je disais, attends, mais vous vous foutez de ma gueule? On passe de Cowboy Bebop à ça? Bon, évidemment, heureusement qu'il y a eu la fin. En plus, la fin qui n'est même pas dans l'animé de base, c'est des OAV, quoi. Putain. Enfin bref, je suis en train de m'égarer. C'est quand même un animé de ouf. La fin extraordinaire. Les musiques, juste les musiques, quoi. Les musiques, enfin, bref. Je m'arrête là, parce que sinon, ça va durer 40 minutes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi s'il y a d'autres moments choquants, peut-être que j'ai oublié. D'ailleurs, il y en a d'autres, des moments choquants que j'ai mis de côté. Je me suis laissé un peu de côté. Donc voilà, si jamais la vidéo atteint les 1000 likes, allez, sait-on jamais. Si la vidéo atteint les 1000 likes, eh bien, je vous sortirai une autre encore vidéo de moments choquants. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pas encore à la chaîne. Prenez soin de vous, à la prochaine.